Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et vous m'avez en fait demandé un vrai effort de travail pour parler devant vous, parce que je vois que j'ai affaire à des spécialistes aujourd'hui. Évidemment, je ne suis pas une spécialiste ni du numérique, ni de l'intelligence artificielle. Pour autant, j'avais envie de parler d'abord, j'aime parler aux étudiants, je suis professeure d'université et je dirais que c'est la partie de mon métier qui me manque le plus. Et deuxièmement, j'avais envie de vous apporter non pas un regard expert, mais un regard de quelqu'un qui a eu affaire au système de santé depuis 40 ans de vie professionnelle et vous donner les enjeux généraux du système avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense qu'on ne peut pas décorréler ce que va apporter le numérique, ce que l'on attend de l'IA, d'un système de santé dont tout le monde dit qu'il est en crise. Alors, d'abord, c'est faux. Le système de santé n'est pas en crise. Une crise, c'est quelque chose d'inattendu et c'est quelque chose pour lequel on souhaite revenir à l'état antérieur. Le système de santé français, il n'est pas en crise, il est dans une transition profonde, une transformation. On va d'un point A à un point B, et cette transition est extrêmement difficile, elle est douloureuse, on manque de professionnels, mais c'est un problème mondial. Et imaginez qu'on va revenir à l'état antérieur, c'est-à-dire que chaque Français aura son médecin traitant dans sa commune, dans son cabinet isolé, est une vue de l'esprit. La santé ne sera pas ce qu'elle était, enfin en tout cas le système de santé ne sera pas au XXIe siècle ce qu'il était au XXe et encore moins au XIXe. Pourquoi ? Parce qu'on a des nouveaux défis. Et les défis, alors je vais vous les lister rapidement parce que je pense que c'est important de comprendre les difficultés de la transition. Le premier défi, il est démographique. C'est un problème mondial. La population mondiale a doublé en l'espace de 2 générations, mais surtout, on a eu un allongement de la durée de vie de 20 ans en 2 générations. Et ça, c'est vrai dans tous les pays du monde. Et ce n'est pas 20 ans entre 0 et 20 ans, c'est 20 ans entre 65 et 85, c'est 20 ans où on consomme des soins, on consomme du temps médical, on consomme des médicaments. Et donc, ce vieillissement de la population, ce vieillissement à l'échelon international, il nous oblige à repenser un système qui avait été créé dans l'après-guerre pour des gens plus jeunes et pour traiter des maladies aiguës. Parce qu'en réalité, le défi, c'est non seulement la démographie, mais c'est aussi l'épidémiologie, c'est-à-dire le type de maladie qu'on a à soigner. On a à soigner des maladies chroniques, des personnes âgées, souvent des pluripathologies. On est à la fois diabétique, hypertendu, insuffisant cardiaque, donc c'est complexe. Et on n'est plus du tout face à une population jeune qui mourrait d'accidents du travail, d'accidents de la route ou qui avait une appendicite. En fait, la pratique de la médecine et le type de malade que les médecins ont à prendre en charge n'a plus rien à voir avec ce qu'il était dans les années 70-80. Et donc, on n'est pas dans une intervention au coup par coup. On est dans du suivi médical de long terme, avec des pathologies complexes, avec des interactions médicamenteuses. On a besoin de beaucoup de professionnels de santé différents pour intervenir autour du malade. On a besoin non seulement de médecins, mais d'infirmières de pratique avancée, de kinésithérapeutes, de diététiciens, de pharmaciens. Et donc, c'est ce collectif autour du malade chronique qui doit avoir un suivi médical long, qui nécessite aussi des organisations différentes. On ne peut plus avoir simplement son médecin dans son cabinet qui prend ses 3 notes et qui range sa fiche de description de son malade dans son placard derrière lui. Évidemment, ça n'a plus de sens. Il faut que tout le monde accède au dossier médical. Il faut qu'il soit partagé, qu'il soit compréhensible, qu'il soit numérisé. Et tout ça a obligé évidemment à des transformations profondes. Après, il y a un défi professionnels, les médecins ne dégagent pas le même temps aux malades qu'ils le faisaient il y a 50 ans. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus d'administration. Et donc, ils ont ce devoir de remplir un certain nombre de dossiers pour que les malades soient remboursés, de numériser les ordonnances, etc. Donc, il y a un travail administratif qui pèse énormément aux médecins, raison pour laquelle on a créé ce qu'on appelle le métier d'assistant médical, qui sont des gens qui, justement, prennent en charge toute cette partie administrative. On l'a créé dans la loi de 2019. Mais les malades ont aussi changé. Les malades, ils ont une vision de la médecine consumériste.
c'est gentil le médecin traitant, mais s'il nous donne rendez-vous dans 3 semaines alors qu'on a envie de savoir tout de suite pourquoi on a mal au pied, ben on va aller sur Doctolib, essayer de trouver un rendez-vous le plus vite possible dans un spécialiste qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a aussi cette vision des patients français, des citoyens qui sont impatients et qui ne sont plus du tout dans un même rapport à l'exercice médical qu'ils l'étaient il y a quelques années. Enfin, il y a un défi financier, à l'évidence. Pardon. On dit tout le temps qu'il faut plus d'argent pour le système de santé. C'est totalement faux. Et c'est pas parce que j'ai été ministre que je dis ça, c'est parce que je suis une citoyenne. Et que, comme toute citoyenne, je suis attentive à où va l'argent public. Le système de santé français est le 3e au monde en termes de dépenses. 3e au monde après les États-Unis et l'Allemagne. Nous dépensons 12% de notre produit intérieur brut pour la santé. Alors en fait, 11,9% et les Allemands 12,1% et les États-Unis 17%. En gros, les dépenses de santé, si on suivait les besoins de la population française, devraient augmenter de 4% par an. 4% par an sur une part de gâteau qui est déjà de 12% du PIB, ça veut dire que comme notre croissance est inférieure à 4% par an, ça veut dire que dans 10 ans, nous dépenserions 20% de notre richesse nationale pour la santé. Donc nous ne pouvons pas suivre la courbe naturelle des dépenses de santé. Nous sommes obligés de contraindre ces dépenses de santé de façon à ce que nous restions autour de 12% de dépenses allouées à la santé. Parce que, en tant que citoyenne, je pense qu'il est aussi important de mettre de l'argent dans la justice, de mettre de l'argent dans l'éducation, de mettre de l'argent dans les transports, de mettre de l'argent dans le logement, etc. Et donc, quand on vous dit on manque d'argent, non. Non, le système ne manque pas d'argent. Par contre, il est mal dépensé. Et donc, il y a un enjeu d'efficience du système, et c'est là où, évidemment, le numérique et l'IA vont être d'un apport absolument considérable. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une opportunité absolument remarquable. Donc, pourquoi je vous donne ces éléments de contexte? Parce que je pense que si vous n'entendez pas dans quel contexte vous allez travailler, vous, spécialistes de l'IA, du numérique, des startups, des logiciels, en fait, vous risquez d'avoir des mauvais réflexes. Et notamment, le réflexe, c'est il faut plus d'argent. Non. Il faut savoir comment tous ces outils vont nous faire gagner en efficience et en organisation adaptée aux besoins. Alors, je vais évidemment rentrer dans le vif du sujet, qui est évidemment le numérique en santé, mais je vais vous donner d'abord un tout petit peu d'historique, parce qu'il y a ici des étudiants, ils sont jeunes, et l'histoire du numérique en santé n'est pas vieille. En réalité, elle a 10 ans. Elle a 10 ans. C'est pas beaucoup, 10 ans, hein, quand on voit l'essor du numérique. Alors, le premier effort de l'État pour mobiliser des spécialistes du numérique en santé, ça a été en 2014, un appel d'offres du Grand Emprunt. Grand Emprunt, c'est un service auprès de Matignon qui gère un grand emprunt public et qui finance l'innovation et la recherche française. Et le Grand Emprunt a dit « Je vais donner 80 millions pour faire émerger des territoires de santé numérique ». Territoires numériques de santé, partout. Donc, il y a eu une dizaine de projets sélectionnés, donc pour 8 millions d'euros chacun. Et chacun a construit en Occitanie, autour de Lyon, enfin, son outil numérique piloté par le Grand Emprunt sur 10 ans. En 2014, c'est aussi l'année où démarre la télémédecine, la téléconsultation, la téléexpertise. On commence à comprendre qu'on peut, pour certains malades, gagner du temps, gagner en efficacité, en développement, tout simplement, une consultation par téléphone. Ça paraît évident qu'il vaut mieux examiner un malade, mais bon, il y a des fois où, quand un malade, par exemple, a un problème psychiatrique, on comprend bien que la téléconsultation peut avoir un intérêt. Et donc, on a développé des technologies de visioconférence, de plateformes de téléconsultation qui étaient un peu balbutiantes. Et à l'époque, on avait très, très peur de la mauvaise qualité des soins. Et donc, la Haute Autorité de Santé, que j'ai présidée, mais que je ne présidais pas encore à l'époque, qui est chargée de réguler la qualité des soins en France, et le ministère ont plutôt freiné la téléconsultation en disant « mais quand même, si on n'examine pas les malades, il va y avoir des erreurs médicales ». Et donc, tout ce frein était lié à l'idée qu'on ferait de la mauvaise médecine en faisant de la téléconsultation. Donc il y a eu des expérimentations qui devaient être validées par la Haute Autorité de Santé afin de vérifier que des malades suivis en téléexpertise, en téléconsultation, en télésuivi
allait en fait n'allait pas subir en fait un défaut de qualité des soins. Et en réalité, à cette époque-là, en 2014, on a autorisé la téléconsultation uniquement dans les EHPAD, parce qu'on voyait bien que transporter des personnes âgées la nuit aux urgences, ça n'était pas toujours la solution, et que parfois, une téléconsultation permettait de rassurer l'infirmière de nuit et de garder le patient dans son EHPAD. En 2018, quand je suis arrivée, en 2017, quand je suis arrivée au ministère, et dans la loi de 2018, j'ai fait rentrer la téléconsultation dans le droit commun. J'ai trouvé qu'elle était trop lente à se mettre en place, que ces expérimentations n'en finissaient pas, et que par rapport à tout l'essor de la téléconsultation partout dans le monde, la France ne pouvait pas rester en retrait, et donc j'ai autorisé la téléconsultation. Et donc en 2018, on comptait 80 000 téléconsultations en 2019. En 2021, il y en avait 10 millions. Aujourd'hui, nous sommes autour de 10 à 13 millions selon les années. Alors, il était évident que lors du Covid, il y avait beaucoup de téléconsultations, mais aujourd'hui, je dirais qu'en moyenne, on est à 10 millions de téléconsultations par an sur les différentes plateformes qui existent et qui sont à la disposition des citoyens. Donc on voit quand même que ça répond à une nécessité, notamment avec la désertification médicale. La difficulté de trouver des professionnels dans certains territoires fait que c'est un outil indispensable. Ensuite, en 2015, sont arrivés le télésuivi des malades et les dispositifs médicaux connectés. Alors, c'est quoi un dispositif médical ? Un dispositif médical, c'est un outil qui va intervenir dans le soin au malade, qui va aboutir à un changement de traitement ou à éventuellement identifier que le malade est en rechute et le faire revenir dans une consultation de cancérologie, par exemple. Donc ces dispositifs, on appelle un dispositif médical quelque chose qui intervient dans le soin. Donc c'est assez particulier. À partir du moment où ça intervient dans le soin, ça doit être validé pour sa qualité par la Haute Autorité de Santé pour être remboursé. Et donc, les dispositifs médicaux, au début, ils sont balbutiants, donc c'est du télésuivi. Le premier dispositif médical de télésuivi qui a été validé par la Haute Autorité de Santé, c'est un télésuivi de l'insuffisance cardiaque, je crois, où on connectait le poids des malades sur leur balance à un logiciel chez le médecin qui permettait de voir que quand le malade avait pris 2 kilos, en fait, il était à risque de décompensation de son insuffisance cardiaque, et donc ça permettait de régler ses médicaments. Bon, on voit que c'est simple, hein. Le poids de la balance, on est encore dans quelque chose... 2015, hein. Donc, vous imaginez comme ça a évolué en 10 ans. Aujourd'hui, vous avez des dispositifs médicaux comme le suivi de la glycémie pour les diabétiques. C'est un patch qui se met sur la peau, et fut un temps où c'était simplement l'enfant ou l'adulte qui transmettait la donnée de sa glycémie au médecin qui disait « vous devez prendre un peu plus d'insuline, un peu moins ». Aujourd'hui, ce sont des dispositifs connectés en circuit fermé ou en circuit semi-fermé qui vont donner immédiatement des ordres à la pompe à insuline pour adapter le traitement en temps réel du malade. On est sur des outils qui deviennent de plus en plus raffinés, évidemment de plus en plus dangereux aussi, quelque part, hein. On va en parler des dangers, mais on est sur quelque chose d'intéressant parce que ça sauve la vie des enfants, par exemple, hein, d'avoir une pompe à insuline pour les parents, de savoir qu'en temps réel, l'insuline est adaptée, c'est extrêmement satisfaisant. 2016, alors ça c'est le plus drôle, vraiment le plus drôle, c'est pour vous dire d'où on vient. On a créé dans la négociation avec les médecins, vous savez, chaque année, il y a ce qu'on appelle le règlement arbitral, on renégocie avec les syndicats de médecins, en gros, leur rémunération, et donc on leur donne un forfait qui s'appelle la ROSP, rémunération sur objectif de santé publique, et ce forfait, on l'appelle le forfait structure. Donc en 2016, on donne aux médecins de l'argent, une prime, s'ils informatisent leur cabinet, c'est-à-dire s'ils achètent un ordinateur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que jusqu'en 2016, la majorité des médecins écrivaient encore sur le papier. Voilà. Donc ça vous donne une idée d'où on vient. Alors je deviens ministre en 2017. Monsieur le directeur Alexandre a parlé du Health Data Hub, donc je suis obligée d'en parler. Donc 2017, j'arrive comme ministre et je réalise qu'en fait, nous n'avons pas de vision nationale de ce que doit être le numérique en santé. Et je vois ces territoires numériques en santé qui ont été
financés par le grand emprunt 10 ans plus tôt. Il y en a qui font un dossier vaccinal partagé, il y en a qui font de la téléconsultation. Il n'y a aucune interopérabilité des systèmes. Bonjour madame. Il n'y a absolument aucune vision nationale. Je dis, on arrête. On arrête de dépenser de l'argent, de saupoudrer le territoire avec des projets qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, ils sont intéressants pour le territoire, mais c'est quoi la vision française? Et donc, je dis, moi, je pense qu'il faut que tous les Français aient accès aux mêmes outils numériques. Et je crée une délégation du numérique en santé auprès de moi. En fait, j'avais été visiter le département d'État à la santé 1 an avant, quand j'étais à la Haute Autorité de Santé, et j'avais vu que le numérique en santé a fait l'objet vraiment d'une politique publique. Et ça ne peut pas être l'administration qui développe une vision. En fait, une administration, elle est là pour administrer, elle n'est pas là pour donner une vision. Et donc, j'ai créé cette délégation auprès de moi avec une dizaine de personnes, aujourd'hui ils sont beaucoup plus nombreux, pour me proposer une vision du numérique en santé. Donc, Dominique Pont et Laura Letourneau, qui étaient absolument admirables, ont inventé l'idée d'une maison commune, d'une architecture commune qu'on appelle l'espace numérique en santé. Cet espace numérique en santé, il a été validé pour tous les citoyens dans la loi santé de 2019, avec beaucoup d'inquiétudes des députés en disant « est-ce qu'on a raison d'avoir un système national ?» etc. Et l'idée, c'est que tous les citoyens ouvrent mon espace santé. Et aujourd'hui, il y a 11 millions de citoyens qui ont activé mon espace santé et que dessus, ils mettent leur dossier médical, leurs examens, leur dossier numérique, mais également toutes les applications dont ils vont avoir besoin pour être suivis. Ça peut être des applications simplement de bien-être ou ça peut être des applications de type dispositif médical, comme j'ai parlé tout à l'heure du suivi du poids pour l'insuffisance cardiaque. Bon, je suis très contente de cet espace numérique en santé. Cette délégation a montré qu'elle était tellement performante qu'aujourd'hui, elle a été transformée au ministère de la Santé comme une vraie administration centrale. Donc nous avons une administration centrale qui s'appelle la DNS, qui est dédiée au numérique en santé. Si vous avez un besoin, c'est eux qu'il faut aller voir. Deuxièmement, au même moment, le président de la République demande à Cédric Villani de faire un rapport sur le numérique et l'IA. Et dans son rapport, Cédric Villani pointe le fait que c'est dans la santé que nous avons le plus besoin en urgence aujourd'hui de développer non seulement du numérique, mais aussi des big data. On a besoin d'accumuler des données, parce que si on veut développer de l'IA, il nous faut des datas. Et il faut permettre à nos startups, évidemment, de travailler sur des datas. Et donc, je crée ce qu'on appelle le Health Data Hub. L'idée, c'est de centraliser toutes les données de santé des Français, de façon anonyme, bien entendu, mais pour permettre aux chercheurs de faire des études, pour notamment, par exemple, quel est l'impact d'un événement climatique sur l'hospitalisation, mais aussi pour permettre à des startups de proposer des outils numériques, des outils d'IA, sur la base de ces données de santé. Beaucoup de freins. Je vous avoue que j'ai eu des freins multiples, notamment le problème, c'est que nous n'avons pas de cloud souverain en Europe, de taille suffisante, pour recueillir des milliers et des milliers de data. Donc, nous dépendions de Microsoft. Et les députés ont dit, non, on ne va pas mettre les données de santé des Français sur Microsoft, c'est américain. Vous savez qu'il y a l'externalisation du droit aux États-Unis, ils ont le droit d'intervenir hors territoire américain, donc vous prenez des risques, on va nous voler les données. Bon. Et donc, ça a été un aller-retour entre les différents acteurs, Matignon, les députés. Est-ce qu'on accepte un cloud Microsoft? Est-ce qu'on ne l'accepte pas? Donc, au début, on a voté dans la loi oui, en disant le jour où on aura un cloud souverain européen, on transformera ces données sur le cloud. On n'a toujours pas de cloud européen. Nous sommes maintenant, donc c'était en 2019, nous sommes 6 ans plus tard, nous n'avons toujours pas de cloud souverain. Matignon a bloqué le cloud Microsoft. Mediapart a fait des enquêtes en disant vous êtes vendu aux Américains, combien vous avez touché, etc. Ben, j'ai rien touché en fait, je voulais juste un Health Data Hub pour être performante, mais bon. Et je ne sais pas où ça en est en fait. Je ne sais pas quelle est la qualité et la quantité de données que nous avons maintenant dans le Health Data Hub. Je terminerai par le fait que toutes ces structurations que nous avons mises en place, Health Data Hub, espace numérique en santé, ce sont pour moi les outils de base fondamentaux si on veut développer du numérique en santé, si on veut développer de l'IA.
Et je dois dire que je suis assez contente du résultat, notamment que 11 millions de Français ont déjà activé leur espace numérique. Ce n'est pas rien en l'espace de quelques années. Donc je vous suggère d'aller dans votre pharmacie, vous mettez votre carte vitale, vous l'activez, et puis vous avez accès à toutes vos données de santé. Cela dit, il y a beaucoup d'enjeux, et je vais y venir maintenant. Monsieur Alexandre, est-ce que vous pouvez me dire combien de temps j'ai encore pour savoir? Encore 20 minutes, c'est parfait. Alors les enjeux, on y va. Vous allez en discuter toute la journée, donc je ne vais évidemment pas faire une liste exhaustive de la cybersécurité. Mais je dirais que pour moi, en numérique, il y a 2 enjeux principaux aujourd'hui dans la numérisation que nous avons de notre système de santé. Le premier, c'est la confidentialité des données, évidemment. Les données de santé sont des données extrêmement intimes, elles sont sensibles, elles doivent être protégées. Et parce qu'une donnée de santé, si elle est donnée au grand public, elle peut avoir des implications professionnelles, elle peut avoir des implications familiales, personnelles. Donc évidemment, ça peut être désastreux. Le problème, c'est que plus vous anonymisez les données, et notamment les grandes bases de données, celles de l'assurance maladie, ce qu'on appelle le SNIRAM, ce sont des données qui sont anonymisées. Mais pour autant, vous perdez en compétences. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple. On s'est rendu compte que la dépakine, qui est un médicament antiépileptique, donnait des troubles du neurodéveloppement, des troubles du spectre autistique chez les enfants lorsque les femmes l'avaient pris pendant la grossesse. C'est un grand drame sanitaire. Je suis ministre à ce moment-là. On apprend que beaucoup d'enfants ont probablement ces troubles. On met en place un système d'indemnisation, mais pour indemniser ces familles, il faut évidemment les retrouver. Or, les données de santé du SNIRAM, de l'assurance maladie, elles sont anonymisées au bout de 2 ans. Donc vous n'avez que 2 ans de recul, vous n'avez aucun moyen de retrouver ces femmes. Et ça, c'est terrible. Et j'ai un autre exemple, l'Androcur. L'Androcur, qui est un médicament utilisé pour un certain nombre de maladies, on s'est rendu compte au bout de 20 ans que ça donnait des méningiomes. Si vous les retrouvez, les femmes, comment vous faites, en fait ? Et donc, vous avez à trouver ce subtil équilibre entre la protection des données individuelles, mais aussi la capacité à agir sur le système, à rattraper, à faire de la surveillance, notamment épidémiologique. Et donc, simplement, je vous le livre parce qu'on a besoin parfois de données non anonymes si on veut faire bien. Et faire bien, c'est aussi être capable de suivre les gens sur le long terme et de les informer quand quelque chose de mal s'est passé et qu'on veut, par exemple, simplement les indemniser. Donc on a des sommes et on essaie de retrouver ces patients et malheureusement c'est très compliqué, on passe par les médecins mais les médecins ne se souviennent pas toujours, etc. Deuxième enjeu évidemment de la sécurité, c'est la sécurisation des soins en général, parce que les cyberattaques sont légion, les outils de santé sont assez mal sécurisés, très accessibles à la malveillance. Alors, les premières motivations des criminels, c'est le profit, et notamment dans les hôpitaux, ce sont vraiment le hameçonnage, la rançon, ransomware, comme disent les Américains, de façon à récupérer de l'argent. Mais il peut y avoir de l'espionnage industriel, évidemment, sur un certain nombre de dispositifs un peu innovants. Il peut y avoir le désir de semer le chaos. Et ça, aujourd'hui, on est tous bien placés pour savoir que certains États n'hésitent pas à semer le chaos. Donc, ces conséquences, elles sont dramatiques pour la continuité des soins, elles sont dramatiques pour les patients. Et les outils pour lesquels on a peur, ce sont évidemment les outils connectés de type dispositifs médicaux, où là, je dirais que l'enjeu, il est plutôt la sécurité individuelle du patient. Imaginez qu'un jour, quelqu'un fait une cyberattaque et réussit à modifier les doses de traitement en passant par un DM connecté. C'est angoissant. Et puis, il y a les systèmes d'information des hôpitaux. Et là, évidemment, l'enjeu, il est collectif. Je vais vous donner quelques chiffres simplement, ceux de l'ANSLI. C'est le secteur de la santé qui reste la cible principale des attaques par ransomware, 21%, devant les administrations centrales, 17%, et les établissements scolaires, 9%. Et le rapport de l'ANSSI dit qu'en 2023, 35% des hôpitaux, c'est-à-dire plus d'un tiers, ont subi une cyberattaque et ont été mis en fonctionnement dégradé. Et le coût moyen de la restauration pour les hôpitaux, c'est entre 3 et 5 millions d'euros. Donc c'est un enjeu non seulement de sécurité des soins, mais c'est un enjeu évidemment financier. Et aujourd'hui, il existe un observatoire de la sécurité des systèmes d'information des établissements de santé
pour proposer des analyses approfondies et puis aussi pour proposer des indicateurs de performance de la sécurité des soins. Alors, est-ce qu'il faut être naïf ou parano ? Je dirais les deux, mon général, parce que la difficulté résulte, comme je vous l'ai dit, entre trop de sécurité qui nuit au fonctionnement, qui ralentit, qui empêche d'être performant, et un minimum de sécurité, évidemment, qui est absolument et totalement nécessaire. Il y a aujourd'hui énormément d'initiatives qui sont prises pour former les gens en cybersécurité, former les professionnels, sensibiliser notamment les professionnels qui interviennent dans les établissements de santé, de ne pas rentrer des logiciels, de ne pas aller sur certains sites, etc. Il y a évidemment la sauvegarde des données, les pare-feux, la mise à jour régulière des systèmes d'exploitation, des travaux avec des spécialistes pour faire des plans de continuité des soins, des plans de réponse aux accidents. Tout ça existe. La chance que nous avons, quelque part, la chance, c'est que les hôpitaux sont des établissements autonomes et qu'ils ont tous choisi de façon autonome leur propre système d'exploitation. Donc d'un hôpital à l'autre, vous n'avez pas les mêmes logiciels. C'est compliqué pour faire un plan national de protection, mais l'intérêt, c'est que ça évite un blackout total de tous les hôpitaux français le jour où il y a une cyberattaque. Donc je dirais que la complexité du système nous protège quelque part contre des risques majeurs. L'EDM, c'est plus compliqué. L'EDM, pourquoi c'est plus compliqué ? Parce que les dispositifs médicaux sont extrêmement hétérogènes d'un dispositif à l'autre. Et normalement, un dispositif médical doit être évalué par la Haute Autorité de Santé avant d'être remboursé. Or, la Haute Autorité de Santé, sa mission, c'est d'évaluer la qualité des soins, c'est-à-dire la qualité du résultat du dispositif. Est-ce qu'il apporte un plus pour le malade ou est-ce qu'il n'apporte pas un plus ? Donc l'HAS, elle est très bien armée pour évaluer les données de santé, mais pour évaluer la sécurité des DM, elle est beaucoup moins armée. Donc elle a publié, je pense que c'est quand j'étais présidente, je pense en 2016, elle a publié un référentiel sur la sécurité des DM. Je ne sais pas du tout où ça en est, c'est 8 ans plus tard, mais il est clair aujourd'hui qu'elle doit aussi évaluer le niveau de sécurité de ces dispositifs médicaux et que je pense que c'est un challenge, un défi pour le personnel de la Haute Autorité de Santé. Alors j'arrêterai là pour la numérisation de notre système de santé et il serait évidemment totalement inconcevable de ne pas parler de ce que va nous apporter l'intelligence artificielle au-delà de cette numérisation de notre système. Alors l'IA est déjà présente dans notre quotidien et je pense que ça va être une immense opportunité pour le système de santé et pour les malades, mais immense. Et j'y crois. Le problème, c'est que jusqu'à présent, tout ce que l'État a fait sur le numérique, et même si j'ai fait le Web Data Hub et l'espace numérique en santé, je prends ma part, nous avons plutôt laissé de côté la question de l'IA comme levier d'action de la transformation du système. On est un peu en retard. On a construit les briques, mais on n'a pas suffisamment aidé à l'émergence de start-up, à penser que la transformation pouvait bénéficier de l'IA. On a un peu laissé faire l'écosystème, et c'est un peu un regret. Et puis l'Europe a toujours une vision, et la France aussi, centrée sur le consommateur. Comment on protège le citoyen plutôt que de favoriser l'innovation. Et donc, c'est une spécificité européenne par rapport aux États-Unis, par exemple. Je voudrais quand même revenir sur la rapidité de l'évolution. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais il y a un chiffre qui m'a absolument marqué. En 2018, ChatGPT utilisait 117 millions de données. En 2019, il en utilisait 1 milliard, donc 2 ans plus tard, c'est 10 fois plus. En 2023, 4 ans plus tard, il en utilisait 1,8 trillion. C'est quoi un trillion? Je vais aller voir dans le dictionnaire. 1 million puissance 3, c'est-à-dire 1 milliard de milliards. Donc on est face à une explosion absolument invraisemblable de la robustesse, en fait, de ce qu'on va construire avec l'IA grâce à cette utilisation massive de données. Kant disait « On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter ». Alors là, il est clair que l'IA a une forme d'intelligence, elle supporte énormément de data. Mais on découvre aussi les biais. Et les biais, ils sont nombreux, ou les besoins, les limites, en termes d'infrastructure, en termes d'énergie,
On a vu que Google, je crois, a racheté la centrale nucléaire Three Mile Island aux États-Unis pour pouvoir simplement porter leur data center. On a évidemment la fiabilité des données, j'y reviendrai, pour moi c'est un problème majeur, et puis on a toute la reproduction des biais cognitifs, des discriminations, notamment de genre, voilà. Et donc il y a aujourd'hui différents problèmes qui émergent. Pour moi, en tant que citoyenne là aussi, hein, le problème majeur de l'IA, c'est qu'elle traduit par essence la pensée dominante. C'est-à-dire qu'elle va recueillir les données majoritaires. Et c'est ça qu'elle va rapporter. Et donc, c'est une forme d'harmonisation des esprits, et ça peut être inquiétant. On s'est plaint beaucoup de la mondialisation avec le fait qu'on trouvait des McDo dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on aura même la même source d'information dans tous les pays du monde. C'est une forme d'angoisse par rapport à la pensée humaine et au multiculturalisme auquel on est attaché pour notre humanité. Donc, mais bon, je ne vais pas disserter sur l'IA, je ne suis pas là pour ça, je vais revenir spécifiquement à la santé, à ce que ça apporte. Ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de sécurité aux malades. Je pense que ça va renforcer la qualité des soins. Alors, on le voit en imagerie, j'ai vu qu'après moi, il y a un radiologue qui vient parler. C'est vous, monsieur le radiologue, bon, enchanté. Donc, vous allez parler de l'imagerie. Ça a été la première utilisation de l'IA grâce au deep learning. En fait, l'imagerie, et notamment l'anatomopathologie ou la radiologie, ça a été vraiment les premiers logiciels, les premiers algorithmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous montrez à votre algorithme ou à votre ordinateur, ou je ne sais pas comment on appelle ça, à peu près 100 000 données par jour. Et en fait, l'algorithme verra plus d'images que ne le fera un radiologue ou un anapathe pendant toute la durée de sa vie. Et donc, il est formé sur un nombre de données considérable qui rend en fait l'information extrêmement robuste. Mais vous parlerez certainement des biais, je vous laisse faire. Ça va améliorer la médecine personnalisée, comment on prend en compte toutes les raffinements génétiques qui font que chacun d'entre nous réagit différemment à un médicament, à un virus. Tout ça va pouvoir être pris en compte dans les soins qu'on va apporter aux malades. Ça va permettre d'améliorer le suivi des patients grâce à des applications au-delà du poids sur la balance. Hein. Je vais parler du diabète, évidemment. On va améliorer les logiciels des médecins. Ça va permettre d'analyser pour les médecins leurs propres données, de suggérer des bilans, des ordonnances qui prennent en compte les recommandations de bonne pratique. Ça va permettre aux médecins de respecter les recommandations, parce qu'aujourd'hui, la médecine est devenue un métier horriblement difficile. Les sommes de données qu'a l'IA, c'est aussi les sommes de données qu'a le médecin qu'il devrait avoir en fait pour exercer son métier, et il y a de plus en plus d'informations et la médecine est de plus en plus compliquée. Et être outillé par des logiciels qui vont vous aider à réfléchir sur un bilan complexe, sur des symptômes en disant ben voilà, ça peut être tel ou tel diagnostic, ça va faire gagner énormément de temps médical. Ça va nous aider aussi pour la gestion des épidémies. Aujourd'hui, on a vu par exemple que sur les épidémies de grippe, le premier outil qui détecte l'épidémie de grippe, ce ne sont pas nos centres de contrôle des maladies, ce ne sont même pas les médecins qui déclarent le premier cas de grippe sur un territoire, c'est des algorithmes de Google qui reçoivent fièvre, frisson et courbature. Les gens tapent fièvre, frisson, courbature sur Google pour savoir ce qu'ils ont, et c'est grâce à Google qu'on voit la grippe arriver dans les territoires américains. Et ils sont plus précoces d'1 semaine par rapport aux médecins ou au CDC. Donc on voit bien que c'est intéressant d'avoir ces outils-là. Évidemment, sur la recherche et l'innovation, les 3 prix Nobel de chimie de cette année, ce sont des spécialistes de l'IA, et notamment un spécialiste de Google. C'est la première fois qu'un ingénieur de Google a le prix Nobel de chimie. Pourquoi ? Parce que grâce à l'IA, ils ont été capables de trouver la conformation des protéines, ce qui fait gagner un temps absolument fou pour le développement des médicaments, des anticorps monoclonaux, etc. Voilà, donc on voit bien l'outil, et puis je pense que ça va évidemment améliorer l'efficience du système en termes de logistique des flux dans les hôpitaux, en termes de processus administratifs, gestion des lits, etc. Donc on a aujourd'hui l'espoir d'une IA qui va améliorer la qualité des soins et qui va rendre du temps médical aux médecins. Les défis. Alors les défis sont pour moi d'abord éthiques. D'abord, comment on protège les données personnelles, comment on est sûr que les gens qui ont donné leurs données
pour un logiciel ont été informés. Donc il y a un enjeu évidemment de consentement éclairé. De la même façon, on connaît bien les effets secondaires des médicaments. Quand on vous donne un médicament, on vous dit il peut avoir, voilà, vous pouvez avoir des jambes qui gonflent, ou vous pouvez, voilà. Mais sur un algorithme, c'est quoi les biais? Est-ce qu'un médecin aujourd'hui est capable de dire quelles erreurs, quels biais, voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'un outil d'IA, nous ayons absolument en tête la totalité des dérives potentielles, ou des erreurs, ou des biais. Et je pense que c'est important en termes d'information aux patients, et même d'information pour les médecins. Les biais des données, ça c'est absolument majeur. On s'intéresse énormément aux algorithmes, insuffisamment à la qualité des données. Or, aujourd'hui, la plupart des outils d'IA, ils sont développés aux États-Unis sur des données de santé américaines. Les Américains ne soignent pas les gens comme nous. D'abord, ils font beaucoup plus d'examens complémentaires pour se couvrir juridiquement, donc, et d'examens inutiles. Ils multiplient les scanners, les machins. Ça dépend aussi de votre assurance santé. Donc, si vous êtes riche, vous êtes bien couvert, vous avez beaucoup d'examens. Si vous êtes pauvre et vous êtes très mal couvert et vous avez très peu d'examens, il y a donc un biais, évidemment, afro-américain versus blanc. Enfin, on voit bien aujourd'hui que ça ne va pas du tout pour notre système de santé. Ça n'est pas du tout là-dessus qu'on voudrait que les algorithmes d'IA s'entraînent. Donc nous avons besoin aujourd'hui de développer nos propres outils sur les malades européens, sur la façon dont nous les traitons, et notamment français, parce que nous avons une bonne qualité de médecine. Que dire des applications chinoises? Moi, je ne sais pas sur quoi elles sont, et je ne parle même pas de l'éthique. Donc on a cet enjeu de la qualité de la donnée, de l'éthique de la donnée. Ensuite, l'autre défi, c'est l'intégration de tous ces outils dans l'existant. Comment on va pouvoir intégrer au fur et à mesure que les connaissances arrivent ces données d'IA. Moi, je dois dire qu'aujourd'hui, je suis absolument convaincue de l'utilité et de l'opportunité qu'apporte l'IA. Mais je pense que nous devons prendre nos précautions. Et alors, il y a une phrase, je vous le livre, de Camus qui dit le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit donc que le fléau est irréel, que c'est un mauvais rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours. Et de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier lieu, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. C'est l'enjeu de la journée, je crois, monsieur le directeur. Donc je sais qu'aujourd'hui, vous avez parlé de ces enjeux de sécurité. Je rajouterai, pour terminer, parce que je pense que j'ai beaucoup parlé, je rajouterai le fait que l'IA ne vous apporte que ce qui est acquis. Elle n'utilise que ce qui existe déjà. Et donc, elle fige quelque part la connaissance. Or, la médecine est en évolution permanente. Nous avons d'abord des moments je dirais, de gris, des moments où nous ne sommes pas sûrs de ce que nous découvrons, des moments comment on traduit ça dans des algorithmes, des logiciels, alors que l'esprit humain est capable de concevoir une forme d'incertitude sur une donnée. Et puis, surtout, on a besoin de former des gens en permanence à interroger, à douter du système, à poser des hypothèses. Or, l'IA, quelque part, elle vous apporte des certitudes, elle vous apporte ce qui existe dans le cloud, on va dire ça au sens très large, dans les données existantes. Et donc, comment elle est capable aussi de vous ouvrir l'esprit sur des incertitudes. Aujourd'hui, je pense que c'est l'esprit scientifique même qui est en jeu dans l'IA. Il faut que nous gardions notre capacité d'innover, mais aussi notre capacité de douter, parce que cette démarche scientifique, elle est au cœur de l'esprit humain. Voilà, je vous remercie.